USA, Jersey City, banlieue de New York. 21 septembre 1948, l'homme d'acier, l'Américain Tony Zell, n'est plus qu'un pantin désarticulé entre les poings du Français Marcel Cerdan. À l'appel du 12e round, Tony Zell ne se présente pas. La joie éclate dans le camp français avant même l'annonce de l'arbitre. Attention please. Tony Zell, unable to come out for the 12th round. The winner in the 12th round and new middleweight champion of the world, Marcel Cerdan. Congratulations, Marcel, on winning the title. I know you'll be a great fighting champion. Thank you. Le lendemain, toujours en Amérique, première conférence de presse du nouveau champion du monde des poids moyens. Jouer de ses poings ne lui pose pas de problème, devoir parler est autre chose. Heureusement, Lucien Roupe, son manager binoclard, est là, qui sait ce qu'il doit dire. Avant mon combat, je vous avais dit que je pensais à vous. Pas de déclaration. Que je pense à vous. Avant mon combat, je vous avais dit que je penserais à vous. Et maintenant, je suis champion du monde. Et vraiment, pendant tout ce combat-là, j'ai pensé à vous. Je n'ai cessé de penser à vous. Et si je suis champion du monde, c'est un peu grâce à vous aussi. Après. 1er octobre 1948. Quand les constellations en provenance de New York se posent sur la piste d'Orly, ils sont déjà des centaines à l'attendre. Aussitôt, Cerdan commence son parcours triomphal, dans la voiture même qui avait servi à Hitler lors de sa visite de la capitale. Bientôt, ils sont des dizaines de milliers amassés le long du parcours. On n'avait jamais vu autant de monde dans les rues pour un sportif depuis Julot Ladoumègue, 13 années plus tôt. Tous veulent serrer les mains du champion, oubliant combien elles sont fragiles, et bien sûr, malgré la douleur, il est leur temps, avec sa gentillesse coutumière. Comment ce type, à la voix fluette qui s'engouffre maintenant sous le porche de l'hôtel de ville, a-t-il pu faire chavirer un pays tout entier pour devenir le premier mythe français d'après-guerre ? « 60 ans que Marcel Cerdan est mort. Et un autre, toujours là, Marcel Junior. 8 ans de boxe professionnelle derrière lui. Mais surtout et toujours, le fils de son père. Mon père est devenu une légende parce que c'est un homme qui a monté le drapeau français très haut. Voilà qu'un petit Français, quelques années après la fin de la guerre, part aux États-Unis et rencontre les meilleurs Américains, les meilleurs boxeurs américains, et il les bat. Quelle est la personne qui n'a pas écouté un combat de boxe de mon père à 3h, 4h du matin? Pour son championnat du monde, tout le monde est à l'écoute. Il leur a donné de la fierté en disant « Oui, les Américains sont venus les défendre. Mais nous, Français, on est partis les battre chez eux. » Et il les a battus chez eux dans le sport le plus honoré d'Amérique, qui est la boxe. Marcel Cerdan, d'origine espagnole, naît outre-mer en 1916, en Algérie, à Sidi Bel Abbès, la ville de la Légion. 5 ans plus tard, son père charcutier, qui aime le commerce, mais que le commerce n'aime pas, décide de tenter sa chance au Maroc,
à Casablanca, la ville blanche, qui fait la fierté de Lyautey et des siens. Même si la famille Cerdan et ses 5 enfants installent leur échoppe plutôt dans le quartier Cuba, proche de la ville arabe, parmi les enfants au crâne rasé. Loin du centre des affaires et des plages des notables. Riviera toute l'année, où un ballon de punching sert déjà à favoriser la sveltesse de ces dames. Le père Cerdan aussi aime la boxe, surtout quand elle rapporte. Pour l'heure, Marcel, le cadet, enchaîne les petits boulots. Livreur, garagiste et surtout, apprenti footballeur. Métier dont il rêve, comme n'importe quel pauvre gosse de 10 ans, pour lequel un ballon de foot vaudra toujours tous les prix d'excellence. Son père lui a imposé la boxe. Lui ne voulait pas être boxeur, il voulait être footballeur. Mais son père lui a imposé la boxe. Pour pas déplaire à son père et pour pas prendre des coups, parce que son père le frappait, il l'attachait par les pieds et tout. Il y a fait pour faire plaisir. Donc, si vous voulez, dans la famille Cerdon, c'était la boxe. C'est donc avec son père que Marcel apprend la boxe et dispute son premier combat professionnel à l'âge de 18 ans, en novembre 1934. Mais cette fois-là, son match est complètement éclipsé par l'arrivée en Afrique du Nord du champion du monde des poids coqs, Panama Al Brown. Star excentrique, ami de Cocteau et du tout Paris, il est venu à Tunis offrir une revanche à celui à qui il a ravi le titre, l'enfant du pays, Young Pérez, autre coqueluche du Veldiv, dont le dernier combat se terminera tragiquement à Auschwitz. Conscient de ses limites de manager et des qualités de son fils, le père Cerdan a choisi depuis longtemps celui qui s'occupera de Marcel. Lucien Roupe, un Français du Maroc, un type qui a un garage et quelques jeunes boxeurs qu'il couve affectueusement. En 1937, Marcel signe avec ce nouveau père, dont il devient le plus beau fleuron. Bientôt, il n'a plus d'adversaire à sa taille au Maghreb. Depuis la retraite du grand Georges Carpentier 10 ans plus tôt, la France de la boxe est orpheline. Et c'est bien volontiers qu'elle prête ses rings à quelques doux oiseaux d'Afrique venus s'y abriter à l'ombre des années folles. Même si les temps semblent plus durs en cette fin des années 30. Après une première prise de contact l'année précédente, Roupe et son équipe débarquent à nouveau en janvier 1938. Les premiers succès de Marcel aidant, 3 combats, 3 KO, son manager ne tarde pas à convaincre Jeff Dixon, le tout-puissant boss de la boxe en France, d'essayer de faire de Marcel la nouvelle coqueluche du Veldiv. Chiche! Au mois de mai, Dixon propose à Roupe et à son protégé d'affronter Gustave Emery, dit Tatave, une terreur des rings, qui épuise ses sparring. Partenaire ou adversaire, il cogne, voire vous insulte, jusqu'à ce qu'il vous descende. Cerdan contre Tatave, rendez-vous est pris au Veldiv. Et mon père prend un coup au deuxième round, mais il est dans les vapes. Il rentre dans le coin, il lui dit à Roupe, il m'a bien touché. Il dit, tu veux qu'on abandonne? Il dit, il n'est pas question d'abandonner. Il dit, laissez-moi. Au 5e ou au 5e, mon père récupère. Et il lui dit à Roupe, ça y est, j'ai récupéré. Il dit, bon alors, fais ton métier. Faut pas chercher Marcel, ni le traiter de métèque si on ne veut pas être mis knock-out. La terreur maintenant, c'est lui, l'œil du fauve. Après la grisaille de Paris et les premières tentatives d'élégance, cap sur Milan pour un sacre. En juin 1939, il lamine l'Italien Turiello et devient facilement champion d'Europe des poids welter, devant un parterre de chemises noires. Mon père, il aurait dû être champion du monde à 22 ans s'il n'y avait pas eu la guerre. Il était déjà champion d'Europe à 19 ans, 20 ans, des poids welter. S'il n'y a pas la guerre, il est champion du monde des poids welter. Septembre 1939. Tandis qu'Hitler entreprend le martyre de la Pologne, avant le saccage du Danemark et de la Norvège, la France s'installe dans la drôle de guerre. Témoin l'inénarrable Maurice Chevalier. Le colonel était dans la finance. Le commandant était dans l'industrie. Le capitaine était dans l'assurance. Et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, qui n'en a fait plus d'habitude.
Comment voulez-vous après ça qu'un pays gagne la guerre? Entré à Casablanca, Marcel est mobilisé dans la marine. Il est chargé de porter les messages de l'amirauté aux navires basés dans la rade, avant d'être démobilisé en juin quand survient l'armistice. Comme jadis, que leurs pères ont fait pour leur fils. Qu'il fut beau cet été 1940 au Maroc, loin d'une Europe à feu et à sang, au milieu de la joyeuse bande de copains de l'équipe Roupe. Décidément, la guerre, c'est vraiment mieux à Casa qu'ailleurs. À Vichy, par exemple, où s'est établi le nouveau gouvernement de la France. En mai 1941, la petite ville d'Eau, désireuse de mieux ancrer son empire d'au-delà des mers, envoie en Afrique du Nord un nouveau d'Artagnan, Jean Borotra, ex-grand mousquetaire de la glorieuse équipe de France de tennis des années 20. Le nouveau commissaire à la jeunesse et au sport est chargé de rameuter la jeunesse des colonies et ses champions, au nom des habituelles valeurs de pacotille d'une France maréchaliste qui se voudrait éternelle. Le tout paraphé, bien sûr, par l'habituel salut olympique, aussi bienvenu qu'ambigu. Je viens d'avoir l'honneur de vous remettre le message du maréchal Pétain. À mon retour à Vichy, mon général, je rendrai compte de ma mission au chef de l'État. Je suis sûr de pouvoir lui dire que l'Afrique du Nord est animée d'une grande foi et qu'elle travaille avec confiance à l'ombre du drapeau. C'est bien sûr dans les bagages de Vichy que Cerdan est obligé de revenir en France. Culte de la terre oblige. La direction des sports l'a cloîtré dans une ferme proche d'Antibes pour les besoins de sa propagande. Roupe, qui n'a pas voulu laisser son poulain, se prête aussi à cette petite comédie champêtre qui se poursuit avec une sympathique séance de shadowboxing devant un beau paysage de France. Que de temps perdu pour Cerdan, champion d'Europe qui ne rêve que d'Amérique et de ses champions. Pour l'instant, il lui faut se contenter de répéter esquive et crochet, avant d'enchaîner une séance de sparring avec un petit poids-mouche. Pourtant, au-delà du chiquet de l'ensemble, rien qu'à voir la grâce et l'élégance naturelle de ses déplacements, on devine Cerdan, paré de tous les dons. Enfin, Roupe peut récupérer son Marcel, avant que Jean Desme, le soi-disant cinéaste, essaie de jouer les Leni Riefenstahl et ses dieux du stade. Suite au prochain numéro, un numéro que bien sûr Marcel ne soupçonne même pas. Le style, c'est l'homme. La parole de Buffon est vraie, en boxe comme ailleurs. Regardez Cerdan, champion d'Europe. Jeune garçon de France, vous avez votre âge, votre pays a le sien. Mais tous deux, vous rencontrerez demain, car vous êtes cet avenir d'un sol qui vous espérait. Cerdan a bien mérité du régime, mais pas question pour autant de le laisser partir en Amérique. On lui propose plutôt de franchir la ligne de démarcation pour une revanche contre Gustave Emery, que tout le monde attend. Et qui semble avoir repris du poil de la bête. Juste de quoi tenir debout 10 secondes. KO non compris, le temps de ce match. Fini la boxe pour Tatam, qui ne remontera plus sur un ring. 300 francs les meilleures places pour 22 secondes de spectacle. Ça fait cher payer en ces temps de disette, d'inconscience et d'étoiles jaunes. Bientôt rassemblé dans ce même Veldiv, débarrassé de son ring, d'où, cet été 1942, 13 000 Juifs partiront vers la mort. Zone occupée ou libre, Roupe ne trouve plus d'adversaire. Heureusement, la Suisse est là, neutre, sans état d'âme, qui lui envoie un des siens, Ben Freli, inconnu au bataillon. Bien sûr, l'Helvète va toucher sa bourse, mais descend bien vite de ses montagnes et la raclée est phénoménale. Retour au Veldiv. Champion d'Europe des poids welter 3 ans plus tôt contre Turiello, un homme de Mussolini, Marcel affronte à présent un homme de Franco, que certains voient saluer d'une drôle de manière, l'Espagnol José Ferrer. Cette fois, c'est le titre européen des poids moyens qui est en jeu. Mon père fuyait la politique, il a pris des photos avec le président et compagnie, mais ça s'arrêtait là. Il ne s'est jamais mouillé pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit, il ne s'est jamais mouillé. Donc, si vous dire un truc, les gens lui disent, voilà, tu as boxé Turiello, tu as boxé Ferrer,
on doit le boxer. Eh bien, il les boxe, il est obligé de le faire. C'est son métier. Il n'est pas resté, il n'a pas bu le champagne avec les fascistes, il n'a pas bu le machin, il est parti de suite. Il n'est pas resté. Il paraît que l'espèce de bonjour de l'Espagnol n'a pas plu non plus à Marcel. Toujours méthodique, il observe d'abord son adversaire, mais cette fois-ci, passe très vite la démultiplier, abattant Ferrer dès son premier crochet droit. Caramba! Affûté comme jamais, débordant un arbitre qui doit regretter de ne pas avoir fait polytechnique pour compter assez vite son adversaire sans cesse à terre. Marcel expédie ce championnat en moins d'un round. À quoi bon continuer de compter? L'entourage de l'Espagnol préfère jeter l'éponge. Out. De là à conclure que Cerdan, en battant Ferrer, est devenu une nouvelle figure de la France résistante, il n'y a qu'un pas. Mission accomplie. Le nouveau champion d'Europe part s'octroyer un peu de repos chez lui au Maroc. À peine un mois plus tard a lieu l'opération Torche. Les Alliés débarquent plus de 100 000 hommes en Afrique du Nord. Dès le 8 novembre, les premières unités prennent pied sur le sol algérien et marocain. Moins de 3 jours plus tard, l'armistice est signé et le Maroc libéré. Cerdan bascule de rechef dans le camp des vainqueurs. À quoi ça tient le destin d'un champion? Qui pour l'heure s'adonne à nouveau aux joies du foot. En janvier 1943, Cerdan épouse la sœur d'un de ses coéquipiers, Marinette Lopez. Scandale. Marcel est aussi un tombeur et la maîtresse évincée le fait savoir. Bientôt un enfant légitime, Marcel Junior, et une fille cachée. En avril, il est à nouveau mobilisé, encore des mois de perdu. Cette fois, c'est dans la valise des Alliés que Cerdan ressurgit à Rome en décembre 1944, parmi les vestiges pompeux du Forum olympique où les Américains ont organisé les Jeux interalliés. Quant à Cerdan, il est quasiment le seul boxeur étranger dans l'affaire. Il a déjà pulvérisé 2 adversaires en moins d'un round et prépare maintenant sa finale qui va se dérouler dans un théâtre Brancaccio, enfumé et plein à craquer. Son adversaire, le sergent noir américain Ralph Burney, a 2 bras comme des battoirs, mais pratique une boxe qui laisse à désirer, avec notamment une garde comme une porte cochère, dans laquelle s'engouffre l'uppercut du Français. Knockdown. Burney se relève sonné. Bis repetita, un deuxième uppercut au menton, le foudroie, cette fois-ci pour le compte, et pour la plus grande joie des GIs, soufflé par ce Marocain bombardeur, le bombardier marocain. Sur les Champs-Élysées, c'est un orchestre américain qui interprète la Marseillaise, au cabaret interallié, scénant l'idylle de Paris avec ses libérateurs. Tandis qu'une nouvelle clientèle se presse sur la piste de danse au rythme du swing, emmenée par quelques visages nouveaux et pourtant si connus, dont Marlène Dietrich, qui pour rien au monde n'aurait voulu voir le Paris noir de l'occupation. Mais quelques notes de bebop et d'éveil de la victoire encore bien dérisoires ne sauraient faire oublier le chaos général d'un pays toujours en guerre, où même les tickets de rationnement ne servent à rien, tellement il n'y a plus rien au milieu des halles vides, réduites à faire le trottoir. Paris est à nouveau sous un linceul ce mois de février 1945 quand Marcel revient tandis que l'offensive alliée se poursuit vers l'Allemagne, où le Reich n'a pas encore capitulé. Période improbable où même dans la boxe, ceux d'hier doivent céder la place à de nouveaux venus, dont un certain Joe Longman, l'homme aux lunettes noires, ancien de l'armée Leclerc qui a repéré Marcel. Associé du Club des 5, nouvelle boîte à la mode, Longman et les siens gèrent aussi des droits sportifs. Ils demandent à Roup et son poulain l'exclusivité de leur combat, ce qu'ils acceptent face à la complaisance de ce type qui leur ouvre les portes d'un autre monde, et chez qui Marcel voit pour la première fois une certaine Édith Piaf. Un champion donne toujours le là. La guerre finie et la paix signée depuis 5 mois, c'est bon de voir à présent les tenues claires des soldats british, remplacer les uniformes verts de gris de la Wehrmacht,
pour se rendre au Veldiv, voir Cerdan affronter à la place des Italiens et Espagnols d'hier Tommy Davis, un Britannique soi-disant prometteur. Même si ce n'est pas encore un vrai Américain, même si ce jeune Gallois à la boxe primaire, plus grand et plus lourd, pour ne pas dire enrobé que Marcel, peine à décoller ses pieds du sol avec lequel il fait enfin connaissance, après tout juste 2 minutes 30 de combat. Avant que Cerdan, fidèle à lui-même, ne l'aide à se relever. C'est pour cela aussi que le public l'aime. Tant de hargne et de fulgurance sur un ring, tant de simplicité et de gentillesse dans la vie. C'est maintenant toute la France qui réclame son Marcel. Celle de la reconstruction qui, dès 1945, se lance dans la bataille du charbon, notamment dans l'aimant du Forez, où ils sont des milliers de métallos et de gueules noires à converger en masse vers un carré de lumière. Celui de la salle des sports de Saint-Étienne, où Cerdan, pour son dernier combat de l'année, est opposé à Victor Butin, un mi-lourd, en fin de carrière, dans l'originalité de s'asseoir durant les rounds. Tantôt par terre, tantôt balancé par les cordes, celle du ring avant de finir définitivement à genoux. Déjà, 1946 et toujours pas d'Américains en vue. À défaut, créer l'événement avec un match du siècle à la française au Parc des Princes, où l'on espère près de 40 000 spectateurs, du jamais vu pour un match de boxe. L'entourage de Cerdan, dont Longman, l'homme aux lunettes noires, a vu grand pour ce combat que toute la France attend, qui doit opposer Cerdan, le magnifique, à Bob Lachâtaigne, alias Robert Charron. Un bon boxeur qui joue les tombeurs, quand ce n'est pas les méchants. Du club des 5, il n'aime que ses poules, qui l'emmènent s'entraîner avec lui à 2 pas à Montmartre, jouant les jolis cœurs et se mettant sur orbite, avant de conclure autre part que sur un ring. Tout le contraire de l'enfant sage de Lucien Roupe, venu s'entraîner au coccinelle et que Charron, époque oblige, appelle le bico, histoire de faire monter la sauce. Au sac de sable, Cerdan enchaîne moins vite que d'habitude. Roupe vient à peine de le récupérer, après un séjour prolongé chez lui au Maroc. C'est vrai que Marcel, boxeur surdoué, n'est pas un fou de l'entraînement. Qu'importe. La presse est complice à coups d'images sympathiques. Surtout, ne pas égratigner l'idole. Visiblement, ça marche. Dès le matin, tout le monde est au rendez-vous. Ce qu'il y a de bien avec Marcel, c'est que son public va de la poulaille du haut des gradins aux vrais sportifs, ceux qui déjà lisent l'équipe, en passant par le gratin qu'on essaie vainement d'apercevoir là-bas, au milieu de la pelouse sur les fauteuils de ring. Reggiani, Carpentier, 37 000 personnes attendant la nuit. Combat comptant pour le titre de champion de France, poids moyen. 12 reprises de 3 minutes. Le champion de France, Marcel Cerdan. Contre son challenger, Robert Charron. Même de dos, la teigne fanfaronne, tandis que Cerdan entame le combat toujours sérieux. Tourne, observe, jauge. Charron, qui se méfie, le maintient à distance de son droit. Cerdan, en forme moyenne, sait qu'il doit faire vite. Un instant, son adversaire oublie ses bonnes résolutions et réplique au lieu de se défiler. Un crochet gauche qui fuse, et Charron déjà à terre. Se relever doucement pour mieux récupérer, un secret de vieux singe que l'autre connaît bien. Marcel cherche immédiatement à profiter de son avantage, jouant les béliers pour mieux les démolir. Mais même sous une grêle de marron, Bob Lachâtaigne est dur à cuire. Cerdan a beau chercher la brèche, mais Charron, en vieux caïd des rings, sait aussi enlacer autre chose que ses pépés. Et à chaque coup de gong, il se trémousse, content d'être encore debout. 12e round. Plus que 3 minutes pour se débarrasser de Robert le Diable, de ses ruses, de ses trucs et de ses effets de caleçon. Enfin, un autre crochet gauche qui l'envoie à nouveau au tapis. Mais une nouvelle fois, Charron ressort de sa boîte. Être battu par Cerdan, oui, mais debout, quitte à se coller jusqu'au bout comme une moule à celui qu'il avait traité de bico.
Au gong final, les deux faux ennemis se congratulent. Vaincu mais applaudi, Bob Lachâtaigne, le visage comme une pastèque, peut se targuer d'avoir tenu 12 rounds. Quant à Cerdan, sous les flashs et les sifflets du public déçu, il reste champion de France. Une belle bourse à la clé et toujours indemne malgré sa méforme. Vous savez ce qu'il disait mon père? Quand j'avais 20 ans que je prenais un coup de poing, je disais merde, alors ce salopard, je vais lui donner un coup, tu vas voir. Et à 30 ans, il disait quand je prends un coup, je disais Marcel, il fait mal, lève les mains. Vous voyez la différence? 20 ans et 30 ans? Le soir du match contre Charon, et au son de l'orchestre de jazz de Michel Emer, elles sont toutes au club des 5, ces dames. Jacqueline Langman en tête, espérant voir le crack s'asseoir à leur côté. C'est vrai qu'elle est agréable pour l'ex-petit enfant pauvre de Casa, cette revanche prise sur la misère, et qu'il est bon maintenant, tout ce luxe, gagné à coups de poing. Même si à force de cogner, ceux-ci s'avèrent de plus en plus souvent fragiles, comme des perles. Décidément, il était temps qu'on fête aussi ce premier contrat, décroché outre-Atlantique, et qui lui ouvre enfin les portes de l'Amérique, royaume de la boxe. 19 novembre au matin, New York en plein brouillard et enfin la récompense de 10 années de travail, d'efforts et de sacrifices. Au Madison Square Garden, temple de la boxe new-yorkaise, il rencontre le jour même Mike Jacobs, seigneur de la boxe aux USA, à côté duquel Marcel se trouve bientôt assis. Restez longtemps ici, j'ai plusieurs combats pour vous. Lucien et Joe, bien sûr, approuvent. Ça y est, c'est fini. Plus qu'une formalité, la visite de la mythique salle carrée où tous les champions du siècle ont un jour défilé. Enfin, le tour de New York by Night peut commencer. C'est cela aussi un champion comme Cerdan. Quelqu'un d'ici qui, avant tout le monde, permet de se voir là-bas. Et de rêver qu'un jour, peut-être, ici, ce soit comme là-bas. Après le clinquant des néons, la vétusté des salles d'entraînement. Celle où s'entraîne Georgie Abrams, champion des garnis, classé néanmoins 5e poids moyen mondial, ce qui n'est pas rien. Groupe toujours convenable a choisi la Catholic School Young Organization, une salle pour amateurs où Cerdan semble bien en forme devant son staff endimanché. Interview du champion oblige, bien qu'il peine encore à lire l'aide-mémoire installée sous la caméra. Je suis très content d'être en Amérique, car c'est un très beau pays. Je remercie beaucoup les Américains de la façon amicale qu'ils m'ont reçu. J'espère faire un beau combat, leur plaire beaucoup, pour essayer de venir disputer, si possible, le championnat du monde. Le lendemain, Abrams se sourira moins et Cerdan, victorieux, pourra dire « Ma tête a enflé, mais c'est à cause des nions ». Début 1947, un autre Français est de retour. L'impayable homme au canotier. Bonjour, messieurs, dames. Me voici revenu à New York après une absence de 14 années. Je suis revenu ici faire mon métier de voyageur en sympathie française. Je vais faire tout mon possible pour montrer le côté français de mes chansons au public américain. J'espère aussi que Cerdan ramènera peut-être le titre de champion du monde en France. Enfin, nous essayons de bien travailler pour le pays. Après avoir dû publiquement se justifier à la fin de la guerre devant la presse anglo-saxonne pour son attitude, disons, un peu molle, durant le conflit, l'inénarrable Momo est de retour sur le marché américain et ne saurait laisser échapper l'occasion de se refaire une virginité en se montrant aux côtés de la nouvelle coqueluche française. Mais passons aux choses sérieuses. Pour son second combat aux USA, le bombardier marocain doit rencontrer un jeune espoir américain. Il a pris Harold Green, 22 ans. C'était le futur champion du monde. Il y a cassé la carrière. Il a abandonné la boxe après ça. Ils lui ont donné 10 combats, il a fait. Et là, lui-même, il disait, j'ai pas fait 10 combats, j'ai fait 10 championnats du monde. Tous les types que j'ai rencontrés, c'était des champions du monde en puissance. Le tout jeune gamin de Brooklyn, Harold Green, avait signé le combat sourire aux lèvres. C'est le même point droit de Marcel qui va le foudroyer. L'exécution aura duré 2 rounds. Après la sueur du Madison, Cerdan, de retour à Paris, revêt ses habits de lumière, bien que noirs, pour assister au bal des Petits Lits Blancs de 1947, dont il est un des invités vedettes. Ce soir-là,
Édith Piaf se produit aussi dans ce gala obligé d'après-guerre, devant tous ceux qui se considèrent comme la crème, achetant leur bonne conscience à coups de billets de bienfaisance. Rideau. Octobre 47. Piaf, avec les compagnons, son amant Jean-Louis Jobert en tête, part pour sa première tournée en Amérique du Nord. Mon père et Edith se sont rencontrés dans les années 46. Ça s'est mal passé d'ailleurs. Ils se sont rencontrés à Paris. Ils n'ont pas eu un grand contact tous les deux. Et il a fallu que mon père boxe à New York. Et ils se sont appelés. Je ne sais pas si c'est lui qui a appelé ou elle, je ne sais pas. Je crois plutôt que c'est elle qui l'a appelé. Et ils se sont rencontrés, et puis ils sont partis dîner ensemble. Après, s'ils ont fini au lit, ça, je ne sais pas. Bien sûr qu'ils finissent au lit, et passent même de longs moments dans ce New York qu'ils découvrent ensemble. Piaf a une révélation pour ce type du peuple, comme elle dit, dont la force n'a d'égal que la simplicité et la droiture. Il est touché par la petite qui vient aussi un peu de là-bas, avec sa grand-mère kabyle, comme lui parti de rien pour parvenir au firmament. Nouvelle maîtresse qui lui ouvre aussi les portes d'un autre monde. Piaf et lui restent encore quelques jours ensemble, avant que Marcel ne rentre. Tandis qu'Édith, toujours prodigue, se console avec Jobert, qui s'accroche, et surtout avec un de ces beaux gars dont elle raffole, la star hollywoodienne, John Garfield. Nouvelle année 1948, et premier combat à Paris. C'est Longman qui a convaincu Marcel d'accepter ce match d'un faux éclat contre un pâle italien. Titre européen en jeu, histoire de faire sonner le tiroir caisse devant un adversaire qui s'agenouille avant même qu'on le lui demande. Premier knockdown. Et la comédia recommence. Approuvé par Edith qui l'encourage aussi à toucher les dividendes de ses coups de poing. Quand un homme vient vers moi, je vais toujours vers lui. Je vais vers je ne sais quoi. Je marche dans ma nuit. Je cherche à t'oublier. Et c'est plus fort que moi. Je me fais déchirer. Je n'appartiens qu'à toi. Février 48. Nouveau départ aux USA. Pour y rencontrer le téméraire Laver Roach, jeune Texan de 23 ans. Meilleur espoir des poids moyens que Cerdan lamine 7 rounds durant, avant de l'exécuter à la 8e reprise. Pourquoi on lui donne 10 combats à mon père avant de boxer champion du monde? Parce qu'on ne veut pas qu'il fasse champion du monde, on ne veut pas qu'il prenne le titre. On sait qu'il va prendre le titre. Donc on lui donne des gens qui sont capables de le battre. On lui donne des gens qui sont capables de le battre. Et malheureusement pour eux, mon père était plus fort qu'eux. Et il les a tous frappés. Pourquoi? Vous savez pas que mon père l'a tué 7 ou 8 dans le combat de boxe? Ils sont morts des suites du combat? 7 ou 8, vous ne le savez pas ça? Allez chercher à la fédération de boxe, dites-le le nombre de gens que Marcel Cerdan a tués. Et vous croyez qu'à Laver Roach, qu'un radis qu'après mon père, il va pouvoir boxer? Il ne boxe plus. Edith a assisté au massacre. Marcel partage avec la petite, comme il aime l'appeler, un succès que l'Amérique semble désormais offrir à celle qui a accepté de traduire La vie en rose par You Too Dangerous, chérie. What a terrific song. C'est aussi ça la boxe et Cerdan. Des hommes qui meurent. 2 cracks dans leur domaine qui s'aiment un moment et le public qui rêve de tout. Et surtout de ce qu'une presse complice tient à lui cacher. C'est elle qui descend la première et lui qui suit, mine de rien, avant de faire semblant de la retrouver. Et Marcel, t'étais heureux que la petite Piaf te voie? Le bouquet pour une autre, tandis que Marcel ne sait plus très bien s'il doit saluer ou bien prendre par les épaules celle qu'il vient de serrer dans ses bras toutes les nuits. Difficile de concilier les rengaines de Toto et sa banda et les leçons de solfège d'Edith. Pour Marcel venu au Veldiv, donner le départ de ces 6 jours où il est tellement plus à l'aise parmi les siens. Tandis que les rondes s'égrènent dans une atmosphère de merguez
Ou un tour à vélo vous rappelle plus sûrement le Maroc qu'un micro-sillon 78 tours. C'est un Cerdan Replay et Mossad qui se présente le 23 mai au stade du Heysel à Bruxelles pour un championnat d'Europe contre le jeune Belge Delannoy opposé à Marcel, auquel Roup serine depuis des semaines. L'amour, ça casse les jambes. On dirait que le Tarzan belge croit à ses chances, bien qu'il pratique une boxe plutôt fruste, cognant au corps comme un bûcheron et s'exposant au contre de Marcel, qu'il encaisse pourtant sans moufter, avant de repartir à l'assaut. Moins fulgurant qu'à l'accoutumée, Marcel peine à toucher un adversaire qu'il n'arrive guère à ébranler. 15e et dernier round. Déjà le combat derrière lui. Cerdan doit conclure et jette toutes ses forces dans la bataille. Un moment, l'ombre du vrai Cerdan plane sur le ring, enchaînant les séries au corps devant un Tarzan qui se dérobe et enclenche maintenant la marche arrière. Peine perdue. À la fin du round, l'autre est toujours debout, mais Cerdan est confiant. Pourtant, c'est le bras de son jeune adversaire que lève l'arbitre juge unique qui le déclare vainqueur, tandis que là-bas, dans son coin, Marcel, abasourdi, se jette à terre de désespoir. Lui qui rêvait de championnat du monde, il n'est même plus champion d'Europe, dépossédé de sa couronne par un gars auquel personne ne croyait. Vous savez Delannoy, ce qu'il a fait? Delannoy, il a boxé mon père 2 fois. Malheureusement pour les Belges, ils ont déclaré mon père battu. Premier 15 rounds. Oui, il n'est pas entraîné, l'arbitre... Ils font un deuxième combat, 15 rounds, ça fait 30 rounds. Vous savez comment il a fini, Delannoy? Il marchait dans la rue, quand un bus y passait, le gong du bus, il se prenait en garde, il croyait que c'était le combat qui commençait. Voilà comment on finit quand on boxe Marcel Cerdan. Si on n'est pas mort, on finit tocard. Heureusement, Roup, prudent, avait négocié une éventuelle revanche dans un délai de 2 mois. Cette fois, Marcel prend la chose au sérieux. Avec l'ami Toto Grassin, ex-champion cycliste et ses habituels sparring, Marcel refait surface. Tout le monde s'y met. Monsieur Roup compris. Avec eux, le footing paraît moins ennuyeux. Pour s'oxygéner, on joue les cabris sur les rochers de la forêt de Rambouillet, avant de sauter sur une balle qui n'a jamais eu de secret pour ce boxeur, qui a un ballon dans la tête. Gâteau sur les cerises. Marinette, la femme des bons et des mauvais jours, ainsi que Junior, sont là. Opération réhabilitation publique oblige. En effet, Marcel va avoir besoin de tout le monde derrière lui. Cerdan s'apprête à jouer gros. Pas tant contre Delannoy, duquel il viendra finalement à bout, mais contre un morceau bien plus énorme. Cerdan vient d'être désigné challenger du nouveau champion du monde, Tony Zell, l'homme d'acier, qui est enfin venu à bout de son éternel rival, Rocky Graziano, au cours d'une belle d'anthologie qui a dépassé en intensité leur premier match et la revanche. À voir ces deux gladiateurs s'entretuer sur le ring, pas étonnant que l'Amérique n'ait jamais voulu donner sa chance à Cerdan, tant que ces deux machines à verser le sang et à charrier les dollars n'auraient pas définitivement réglé leur compte. C'est cette statue de la liberté en acier trempé qui attend Marcel. 25 août. Cette fois-ci est la bonne. Le nouveau Constellation Couchette emmenant Cerdan et son staff émerge enfin de la nuit océane. Milieu d'après-midi, l'avion survole enfin Manhattan. Pas trop tôt depuis qu'on les attend en bas. Car en Amérique, déjà un match, certes, ça se joue, mais aussi ça se vend. Et la séance de pseudo-signature au restaurant Gallagher's est un classique, même s'il y a belle lurette, bien sûr, que les contrats sont cadenassés. Well, boys, it's time for you to put your signatures on these contracts.
Je tiens à remercier Tony Zell de m'avoir fait donner cette chance de disputer le championnat du monde. Et si je gagne, j'espère être un grand champion comme lui. Thank you, Marcel. That's good enough for me. Mais au-delà des déclarations attendues et avec ces deux braves types qui vont bientôt se cogner, il y a surtout deux mondes. L'ancien et le nouveau qui s'éclairent et se parlent. À l'hôtel Evans, près de New York, Cerdan peaufine sa forme et arbore le nom de son hôte, qu'on n'appelle pas encore un sponsor. À voir son toujours merveilleux jeu de jambes, on se dit qu'Edith, arrivée à son tour, mais toujours cachée, a dû pour une fois revêtir sa ceinture de chasteté afin de lui permettre de ceindre celle de champion du monde. Carpentier est là aussi, toujours populaire depuis son combat du siècle ici contre Jack Dempsey. Même Pierre de Gaulle, frère de l'homme du 18 juin, viendra l'encourager. Tandis que c'est à Marcel maintenant de lancer son appel du 21 septembre. Mes chers amis, le jour tant attendu est enfin arrivé. Inutile de vous dire ma grande joie à la pensée que je vais disputer le championnat du monde. À 6000 km de là, les rues se vident et tout un pays retient son souffle. Allô, bien Crénès, nous vous entendons parfaitement. Et voici la diffusion de la Marseillaise. Les spectateurs sont là. Nous sommes à quelques secondes du début du match. Bien sûr, les caméras ici n'ont Dieu que pour celui que l'on surnomme l'homme d'acier. Tony Zell, champion en titre, mais aussi soldat émérite pendant la guerre et père exemplaire. Bref, un homme comme l'Amérique les aime. Dès l'entame de la rencontre, on sent Cerdan bien en jambes. Tout de suite dans le match. Gauche, droite, série au corps de Marcel. L'homme d'acier est plutôt secoué, comme un prunier. Premier round. Zell, vieux renard des rings, entrave déjà son adversaire. La terrible épreuve contre Rocky, moins de 3 mois plus tôt, a dû laisser des traces. Sans compter les nouveaux stigmates. Tandis que Cerdan, bien en ligne, derrière le rempart de sa garde, darde son regard noir des grands jours. Chaque fois que le champion du monde touche, il reçoit à son tour sa dose d'avoinée. Reste encore l'arme psychologique d'un regard appuyé. Ça continue. Impitoyable, Marcel poursuit son travail de sape, de destruction morale et physique, tandis que Zell éprouve toujours le besoin de souffler. Toujours lucide, Cerdan cherche et trouve à chaque fois l'ouverture. Quant à Zell, passons. À ce petit jeu, Marcel devient vite The Terrific Frenchie, ne dédaignant pas non plus le corps à corps. Et malgré quelques soubresauts, Zell n'est plus maintenant qu'un type à la dérive. Homme d'acier devenu pâte à modeler, malaxé par les poings, voire les bras de Cerdan, quand ce ne sont pas les cordes du ring qui lui mordent le dos. Au coup de gong, Zell en retard au score se précipite pour mieux mourir. Jusqu'à quoi bon? Il n'a même plus la force de lever sa garde, dans laquelle s'enfonce le crochet gauche de Marcel. Tandis que sonne l'heure de l'agonie et qu'au pied de la reine, Edith n'a Dieu que pour le bourreau, qui sent qu'il va gagner et attend de pouvoir porter l'estocade. Quand un homme vient vers moi, je vais toujours vers lui. Je vais vers je ne sais quoi. Je marche dans ma nuit. Je cherche à t'oublier. Et c'est plus fort que moi. Je me fais déchirer. Je n'appartiens qu'à toi. Zell, échoué dans la nuit noire de Jersey City, ne se présente pas à l'appel du 12e round, laissant sa couronne à Marcel Cerdan, premier héros d'après-guerre d'une France nouvelle. Dans l'Hexagone, c'est partout le délire. C'est aussi le pays entier que Marcel a hissé à hauteur du grand allié américain, au cours d'un match devenu comme un anneau nuptial, unissant les deux rives de l'Atlantique. Mais pour l'heure, la France et les siens
attendront. Profitez, oui, malgré les marques, profitez encore d'Edith et fêtez avec elle ce beau titre entre apparition officielle, intimité et sortie le soir, notamment au Versailles, dont la petite dame à l'armure noire est désormais la reine. Tous les deux sortaient du bas, c'est-à-dire que pas pauvres, mais enfin presque, ils sortaient d'en bas. Et d'un coup, ils se trouvent tous les deux en haut d'une affiche. Ça tourne la tête. Et puis d'un coup, ces deux, ils se sont dit, mais c'est inimaginable, on a tous les gens à notre pied maintenant, c'est fabuleux. Début octobre, Cerdan retrouve enfin sa chère Casa, exhibant sa nouvelle ceinture devant tous ceux qui le connurent aussi, enfant pauvre d'un quartier populaire. C'est sans doute pour cela qu'il se marre simple et détendu comme jamais. Moins d'une semaine plus tard, Paris le reçoit comme un authentique héros de la guerre. Ce 13 novembre, il trône au milieu de nombreux sportifs français. Parmi eux, la grande Micheline Ostermeyer, double championne olympique d'athlétisme à Londres, la même année. De surcroît, grande pianiste concertiste, la quintessence de ce qu'il y a de plus beau dans le sport, l'alliance de la puissance et de l'art, éclipsée par tous les Cerdans du monde, ceux qui, toujours sans même le savoir, coïncident avec leur temps. La nuit venue, lui aussi ranime la flamme, à la droite du général Giraud, celui-là même que les Américains avaient choisi pendant la guerre pour faire de l'ombre à De Gaulle, dont ils se méfiaient. Tandis que Cerdan, maintenant au milieu des drapeaux de la France combattante, gagne un nouveau rang choisi par l'histoire. Et tant pis pour tous ceux arrivés trop tard. En France, depuis la fin de la guerre, ils sont quelques-uns à écumer les rings et à frapper à la porte derrière Cerdan. Notamment un certain Robert Villemain, un fort des Halles, qui boxe comme il décharge ses sacs de patates et qui cogne comme un diable. Ou bien encore Laurent d'Autuile, dit le Tarzan de Buzenval, depuis longtemps à l'ouvrage, mais pas touche à Marcel, car si la boxe est un parcours initiatique, sa science est aussi celle du fric. Pas question de griller un champion comme Cerdan avant qu'il n'ait tout donné, et de lui faire prendre le moindre risque contre quelques jeunes ambitieux. Tout cela donc attendront, comme lui-même attendit l'Amérique. Fin de l'année 48, et Junior déjà cogneur, tandis que la caméra recule pour découvrir vaguement le sapin marocain. Noël. Moment idéal pour tourner un petit film édifiant, censé remettre les pendules à l'heure. Elle est pas belle, la vie chez les Cerdans, où monsieur et madame jouent si bien les parents, même si les baisers de madame, si comme il faut, semblent un peu appuyés. Maman, papa, et puis bien sûr la bonne, comme il se doit. Monsieur arrive. C'est vrai qu'elles éclatent, ces nouvelles dents de porcelaine. Sûrement conseillées par Piaf, qui le conforte dans son envie de faire du cinéma. On tourne, et les studios français voient arriver des visages nouveaux. Marcel Cerdan, pour qui le maquilleur succède au soigneur, est passé, oh pas pour longtemps, du ring au studio. Studio d'Épinay. L'homme aux mains d'argile de Léon Matteau. Un beau titre, mais aussi un navet. Censé retracer la vie de Marcel. Piaf a blêmi en entendant le nom du réalisateur. Trop tard. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse et surtout pas d'empêcheur de tourner en rond. Le prude Monsieur Roupe touche déjà le quart de ses cachets, qu'il ne se mêle pas du reste. Rupture. Prétexte une sombre histoire d'argent. Résultat, exit 10 années de compagnonnage avec un type qui était un peu comme un père. Et place entière à Joe Longman, depuis le temps qu'il vise la place. Ex-impresario de musique proche de Piaf, cette nouvelle nurse, protège-dents mis à part, ne sait pas grand-chose du noble art. Ni de sa discipline et encore moins des coups tordus qui parfois naissent aussi hors des rings. En mai 49, Jim Norris succède à Mike Jacobs, à la tête de la puissante International Boxing Club. Un dirigeant qui part, un autre qui arrive, quoi d'étonnant, sauf que le nouveau est directement lié à la mafia. Contre toute attente, mais suite logique de l'affaire, c'est un certain Jack LaMotta qui est désigné par les nouvelles instances de la boxe américaine challenger du Français, alors qu'il figurait loin sur la liste des prétendants. Logique néanmoins.
LaMotta dit le taureau du Bronx s'était volontairement couché 18 mois plus tôt devant un adversaire pour complaire à un staff de parieurs mafieux. En échange de quoi, on lui avait promis de pouvoir un jour disputer le titre. Et ce jour était maintenant arrivé. Une vraie bête, ce Jack Latriche, habitué à cogner comme un sourd sur son adversaire, quand ce n'est pas sur sa belle femme. C'est ce boxeur pas trop clean que Cerdan va devoir maintenant affronter. Nouvelle séance de signature. Plus discrète qu'avec Tony Zell. Le taureau du Bronx ne saurait être trop exposé. Cerdan hésite. Contrat de boxe ou de cinéma? Va pour ce match entre deux films contre ce gars qui ne sait sans doute pas lire, mais qui signe son parapheur tel un vrai homme d'affaires. C'est à Détroit même, lieu de la rencontre, que Marcel poursuit sa préparation. Au rythme d'un sac de sable, bien sûr, mais aussi des lettres qu'Édith Piaf lui envoie de France. 2 semaines avant le combat, elle a écrit « Je n'ai qu'une envie, c'est de te ressembler, avoir ta simplicité et ta grandeur morale. Pour le bonheur, fais-moi confiance. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je quitterai tout pour toi. Je renierai tout pour toi. Je m'en irai avec toi dans le ciel de l'amour, là où je peux t'aimer comme j'en ai envie. Tout y est. En tout cas, les paroles de l'hymne à l'amour, qu'elle compose au même moment. Une chanson qui fera bientôt le tour du monde, tandis que son sparring tourne lui aussi autour du champion, tout en avançant tel un Jack LaMotta, sans être Jack LaMotta. Mortelle illusion. 16 juin 49. Détroit, la pluie menace. C'est donc en avance que le challenger fait son entrée le premier dans l'arène. Dans son éternelle tenue léopard, le taureau du Bronx semble bien décidé à gagner ce titre, qu'on agite depuis un moment sous son nez. Pourtant, on ne saurait trop voir ce bad boy. Seule présente ce jour-là, une petite caméra amateur permet aussi d'admirer la jolie Vicky. Cette fois, le taureau qui d'habitude charge si tôt dans l'enclos ne trouve pas d'entrée la faille, devant un champion du monde bien en ligne. Mais la reprise n'est pas encore terminée, que Cerdan sent déjà le souffle chaud de la bête qui se déchaîne. D'abord fermé comme une huître, il se découvre sous une grêle de coups, reculant, et puis tentant de s'accrocher à un fauve qui le balance à terre comme un vulgaire paquet de linge sale. Ce n'est pas tant la tête de son adversaire que vise la bête. La cible est trop petite. Elle préfère taper au corps, là où le marteau pilon de ses larges crochets peut vous casser en deux et hache menu votre foie. Tandis que Marcel, encore bien en ligne, malgré les turbulences, attend son heure et de pouvoir placer un de ses terribles contres. Étrange tout de même. Ce champion du monde qui ne se sert que d'un bras, le droit toujours le même, tandis que son autre arme, le gauche, reste mystérieusement collé au corps. LaMotta a compris. Son adversaire blessé est devenu manchot. Confiant. C'est lui maintenant qui attend et cherche le coup fatal. Tandis que Marcel avance toujours avec l'énergie du désespoir, encaissant et prêt à crever plutôt que de se rendre. On n'avait encore jamais vu Marcel servir de sac de sable. Un taureau, devenu torero, avançant les bras ballants tellement il est sûr de la mise à mort. 20 minutes que Marcel agonise. Le taureau a besoin de souffler qui joue maintenant au chat et à la souris. Champion du monde depuis 9 mois à peine. Et Marcel devenu l'ombre de lui-même. Réduit à se faire essorer par un type qui a la haine. Triste pas de 2 finale. Interrompu par la cloche de fin du 9e round. Cette fois, c'est au tour de Marcel de ne pas répondre à l'appel du round suivant. Comme l'avait fait Zell, 9 mois plus tôt, comme le fera peut-être Jack LaMotta un jour. La boxe est un Moloch qui ne lâche jamais sa proie, que ce soit à l'ombre d'un ring ou face à l'éclat d'une victoire. Même si un fils ne saurait le croire. Mon père, il prépare son combat contre Jack LaMotta. Il est au vestiaire. Il est au vestiaire et on avance le combat d'une demi-heure. On le prend à froid et il monte sur le ring à froid. Il glisse. Il n'a jamais été mis KO. Il a glissé et il tombe.
Et ils aimaient l'épaule. Pas l'épaule droite, malheureusement, l'épaule gauche. L'épaule où on se protège et où il peut frapper. La droite, il a comme ça, les coups, vous l'en prenez. Août 49. New York. La revanche a été enfin fixée fin septembre. 5 semaines pour se préparer. Surtout, avant la dernière ligne droite, passer encore un peu de bon temps avec Edith, dans l'appartement new-yorkais. Même si Piaf, toujours cachée aux yeux des caméras, paraît absente. Tout le monde se retrouve dans Manhattan. Loulou Barrier, l'impresario de la petite. Le mielleux Langman, derrière ses lunettes noires. Paul Janser, l'ami confident. Tout son tour un Cerdan plus hollywoodien que jamais. Sur lequel et sous lequel Piaf a enfin remis que notes et menottes. Ne pas oublier quand même la raison ultime de ce voyage. Le match contre ce vieux roublard de la Motta, qui se soumet sans problème à l'examen médical avant combat, obligatoire aux USA. De toute manière, pour ce que vaut un serment, fût-il d'Hippocrate. Mon père était à New York pour le match revanche. Et Graziano, Rocky Graziano, il a été voir mon père à l'entraînement. De l'entraînement, il est parti chez Jacques Lamotta. Il a dit, Jacques, c'est un Italien, 2 Italiens, Graziano et Lamotta. Il a dit, Jacques, ne le prends pas, il va te tuer. Ne le prends pas. Message reçu 5 sur 5 ou blessure réelle. En tout cas, le taureau du Bronx se déclare forfait 4 jours avant le combat, préférant jouer les agneaux avec son fils plutôt que les gros bras avec Marcel. Huitième retour dans l'éternelle constellation qui permet de voir si bien l'Amérique. On trouve tout là-bas en bas, sauf le Maroc. Et l'on trouve tout chez la petite, sauf une famille et les siens. Cette fois, malgré les suppliques d'Edith qui en veut toujours plus, Marcel s'envole vers la France. Quand il débarque à Orly, l'homme qui toujours rit ne sourit plus. Quant à ses phrases sur la dérobade de la Motta, elles sont sûrement de circonstance. 8. Le Maroc. Retrouver Marinette, les enfants, ses proches. Bref, la famille qui n'est pas à 20 mots pour ce double méditerranéen, espagnol d'origine et marocain d'adoption. 3 fils maintenant, et leurs copains. Sans parler de sa chère ferme de Sidi Marouf et de ses cochons qui l'amusent. C'est vrai qu'elle a l'air encore vétuste avec tous ces hectares en jachère. Mais tout reste à faire puisque c'est ici, au Maroc, qu'il veut vivre. Et aussi là-bas, en ville, où l'attend sa brasserie et la nouvelle maison dont il vient de poser la première pierre. Casa vers laquelle maintenant il se dirige, sous cette pluie d'octobre. Et toujours ces 2 mondes, âne, avion, pour retrouver cette ville où il a tous ses souvenirs et où rien ne paraît avoir vraiment changé depuis les années 20. Sauf peut-être une casquette qui remplace un crâne rasé et les couleurs d'un petit film tourné entre amis auquel Marcel sert de chauffeur et de guide. 26 octobre, Paris, J-2. Depuis quelques jours, Marcel sait que la revanche contre la Motta a été fixée au 2 décembre. Demain, il doit partir pour les USA. Toujours serviable, il a accepté néanmoins de participer à un match exhibition à 3 pour satisfaire un ami, quitte à devoir rentrer à Paris en pleine nuit. Mon père rentre le soir sur Paris. Dans la voiture, ils sont 4. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit à mon père était en train de somnoler. Il lui dit à mon père, pourquoi tu pars maintenant? Pourquoi tu pars maintenant? Tu as le temps de partir. Alors mon père, il dit, mets la radio. Il met la radio et c'est Piaf qui chante. Il dit, ben voilà pourquoi je pars, pour elle, pour la rejoindre. Parce qu'elle l'avait écrit, elle lui avait dit, voilà, j'ai quelques jours de vacances, au lieu de prendre ton bateau, viens, comme ça on peut passer quelques jours ensemble avant ton championnat du monde. Voilà, c'était simple. 27 octobre, J-1, Marcel quitte l'appartement de Langman. À Orly, il pose une dernière fois avec Ginette Neveu, jeune violoniste virtuose. Elle lui tend son Stradivarius, instrument de musique par excellence. Si Edith ne connaissait rien à la boxe, par contre, pour ce qui était de la vie et de ses symboles, musique. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe.
Il est 2h55 GMT ce 28 octobre 1949 quand l'avion de Cerdan ne répond plus et ne répondra plus jamais à la tour de contrôle de l'île des Açores. Au sol, un charnier inextricable et 48 cadavres. Celui de Marcel identifié grâce à une des 3 montres que portait toujours ce champion d'entre tous les mondes, chacune à l'heure respective de Paris, New York et Casa. Quand le Libérateur ramène le corps de Marcel chez lui, ils sont là, ses frères. Eux aussi anciens boxeurs, en tête du cortège. Et puis les femmes, bien sûr, mais comme il se doit derrière. Tous KO. Devant ce champion jamais compté out. Sauf par le destin. Sur le parcours, 70 000 personnes le regardent traverser une dernière fois Séville, escorté par 2 jeunes champions portant les reliques d'un aîné d'à peine 33 ans. Au son du glas de l'église Notre-Dame de Lourdes et au-dessus du cimetière de Msik, 2 non-résonances européennes et arabes, comme beaucoup de ceux présents ce jour-là, sans parler d'un certain Don Quichotte du coin des rings, revenu saluer son ex-poulain et ami, avant qu'il ne soit enseveli dans sa terre marocaine. À Paris, au Veldiv, 6 anciens champions du monde ont laissé une place vide parmi eux, celle de leurs compagnons d'hier. Salués aussi par ces dizaines de milliers de personnes dans les stades de France, honorant la mémoire d'un champion mort qui ne verra pas ce nouveau monde des années 50, auquel il avait contribué à donner tout son élan. Les gens ils sont frappés par une mort. Vous vous rendez compte, c'est plus que Roméo et Juliette. Il va rejoindre Piaf et il meurt. Ça reste toujours gravé dans la tête de quelqu'un. En 1960, Piaf a 45 ans et se souvient. De qui? Elle a eu tellement d'hommes, tandis que lui, Cerdan, s'est dissous sous terre. Mais au fond, peu importe. Suffit de savoir qu'un grand champion jamais ne s'appartient corps et âme. Tellement ils sont nombreux à vouloir l'avoir et le voir. Là où lui-même jamais ne saurait être. C'est ce qui fait son dérisoire et sa gloire. Autrement, c'est comme le fils qu'il aurait vieilli et jamais ne serait devenu Marcel Cerdan, une légende française. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi